Alors, Philippe, c'est à toi. Toujours dans les limites des 12 minutes, s'il te plaît. C'est du fast track, alors on va essayer d'aller vite, justement, rapidement. Moi mesdames, messieurs, monsieur le Président, j'ai presque honte parce que 2000 chirurgies en ambulatoire, vous allez voir, là, ça se compte sur la doigt d'une main, donc c'est ridicule. Je remercie surtout Corinne de m'avoir invité pour présenter sur ce sujet. Au départ, c'est chirurgie lourde, c'est un mauvais jeu de mots, c'est vraiment de la chirurgie de l'obésité complexe en ambulatoire. En tous les sens du terme, oui. Et Corinne est trop modeste parce que elle a, grâce à son travail acharné et sa force de conviction, elle a réussi à faire sauter un obstacle majeur, qui n'était pas un obstacle médical pour le coup, qui sont les bornes basses, qui ont été supprimées pour un certain nombre de chirurgies, dont l'essentiel de la chirurgie bariatrique, il y a au début du mois, et qui donc vont nous permettre d'aller plus de l'avant dans ce domaine. Alors, le sujet concerne la sleeve gastrectomie et le bypass gastrique, dont vous voyez effectivement la représentation. On ne ferait pas l'injure de détailler. Simplement, il y a des petites vidéos qui vous montrent que ce sont des chirurgies que l'on fait selon la technique habituelle. Il n'y a absolument rien de changé par rapport à ce que l'on faisait avant. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des chirurgies très standardisées. C'est vrai que les patients sont jeunes, dans la plupart des cas, mais sont aussi des patients obèses, c'est-à-dire qu'ils ont des particularités, et en particulier, ils présentent beaucoup de comorbidités. Presque la moitié d'entre eux ont de l'hypertension artérielle, pratiquement un quart du diabète de type 2, et 30%, ce qui n'est pas sans poser de problème, des apnées du sommeil, plus ou moins appareillées. L'autre caractéristique de cette chirurgie, c'est que souvent, les centres recrutent de façon éloignée, dans un rayon de 200, 300, voire 400 km, ce qui va évidemment poser d'autres problèmes. Et puis enfin, on peut quand même évidemment être songeur quant à la capacité de retourner chez soi le soir, quand on voit l'anastomose gastro-jéjunale, bien entendu, dans le bypass gastrique, ou la longue ligne d'agrafe de la sleeve gastrectomie, et en n'oubliant pas que ces chirurgies sont faites pour modifier, si ce n'est altérer, de façon profonde la capacité à s'alimenter. Alors, en fait, la chirurgie en hospitalisation courte, ou plus particulièrement en ambulatoire, est quelque chose de très peu répandu. Même aux États-Unis, on aurait pu croire, surtout dans la décision des payeurs de ne rembourser au maximum qu'une nuit d'hospitalisation, que cette chirurgie était une pratique commune. Alors vous voyez sur cette diapo tirée d'une présentation de New Obesity Week que tout à gauche, la chirurgie strictement en ambulatoire représente 0,4. En fait, 0,4 à 1% de la chirurgie du bypass laparoscopique aux États-Unis. Et que même la chirurgie avec une nuit d'hospitalisation, un jour, c'est vraiment la minorité. Et que la grosse majorité de la chirurgie laparoscopique bariatrique aux États-Unis, c'est 2 jours d'hospitalisation. Alors, il y a un certain nombre de publications sur la chirurgie en hospitalisation strictement de moins de 24 heures. On ne parle plus d'ambulatoire. Il y a notamment 4 séries qui sont publiées ou rapportées dans la littérature. Il y en a 2 qui font quand même 2000 patients consécutifs chacune. Il y en a une de 1500, une de 406 provenant du Royaume-Uni. Et puis il y a une revue qui totalise à peu près 4000 patients. Mais en fait, ce sont les mêmes patients qui sont repris. Vous voyez que je suis envieux de leur taux de complication, parce que le taux de complication pendant ces jours, certes, court, 1,8%, à 30 jours, pratiquement 4% de complications globales, dont un taux d'hémorragie qui est extrêmement faible, 0,25 à 1,2%, des fuites digestives sur les lignes d'agrafe ou anastomotiques, moins de 0,25%, et avec une mortalité, alors qui est plutôt classique, effectivement, dans le bypass gastrique, puisqu'elle est de 0,1%. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces études n'ont pas montré de différence dans le taux de réadmission pour complications, difficultés alimentaires, etc., entre les patients qui étaient restés moins de 24 heures et ceux qui avaient bénéficié, entre guillemets, d'une hospitalisation plus prolongée, dite standard. Alors, il y a des séries qui ont été rapportées sur de l'ambulatoire strict jusqu'à présent. Il y a 2 expériences sur la sleeve gastrectomie. Celle du CHU d'Amiens qui n'a pas été publiée, mais qui est intéressante parce que c'est quand même presque 270 opérations consécutives, avec, vous voyez, un taux d'ambulatoire qui est relativement faible, guère plus de 23%, un taux de complications sévères non négligeable, 5%, des réadmissions, 10%,
Il y a une autre série qui cette fois-ci a été publiée en début d'année dans Sword, qui retrouve 250 sleeve gastrectomies consécutives avec un maintien en hospitalisation au-delà de l'ambulatoire faible, moins de 1%, et un taux de réadmission faible également. Le problème, c'est que ce sont des faux ambulatoires, puisque les auteurs précisent que les patients ont été confiés aux soins d'un hôtel plus ou moins médicalisé tout proche et qui sont revenus le lendemain, sacrilège, pour avoir une perfusion de 2 litres de soluté, ce qui est vraiment de la tricherie éhontée. Donc il faut l'oublier. Je disais que j'étais envieux vis-à-vis des chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure en termes de complications, parce que quand je l'ai repris nos bypass gastriques, alors bypass de première intention pour éviter de se mettre quand même dans des situations un peu compliquées, il y avait un peu plus de 200 bypass en 2013, et vous voyez que malheureusement, on déplore 12% de complications à 30 jours, c'est vraiment pas glorieux, et surtout ce qui est problématique, c'est qu'il y a 3,4% de complications hémorragiques. Or, c'est probablement quand même ce qui va peser le plus dans la crainte d'une sortie le soir ou même le lendemain, bien que nous y reviendrons. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve au bas de la diapositive, parce que 46% des patients ont été réadmis pour des causes de complications après la sortie, qui était à l'époque une sortie après 3 jours d'hospitalisation, et que finalement, à peine la moitié des complications ont eu lieu dans ce fameux délai de la borne basse. C'est-à-dire que finalement, 14 complications sur 26 se sont produites bien au-delà des 3 jours, si bien qu'il aurait peut-être fallu garder les patients 10 jours ou davantage, mais vous voyez qu'on a déjà une déconnexion entre les complications et la durée d'hospitalisation. Alors oui, je disais que c'était ridicule parce que, surtout sous la contrainte de la borne basse qui n'existe plus, nous avions réalisé au cours de l'été 4 bypass gastriques en ambulatoire, en tout cas avec l'ambition de le faire. 3 patients ont pu effectivement sortir le soir même de la chirurgie, puis une patiente a dû rester parce qu'elle se plaignait de quelques vertiges. Il n'y avait pas eu de sélection particulière, vous voyez les indices de masse corporelle assez classiques pour ce type de chirurgie. Il y avait 2 patients qui avaient de l'hypertension artérielle avec un traitement repris le soir même, des durées opératoires qui étaient également classiques. Il n'y a pas eu de complications, ces patients n'ont pas été réadmis. Alors, finalement, l'ambulatoire, en tout cas en chirurgie de l'obésité, c'est pas du tout un problème de chirurgie, hein, vraiment. Il faut faire proprement, bien entendu, ça vaut mieux, mais c'est vraiment une question, là, on l'a dit, redit, une question d'équipe, une question de protocole des anesthésistes qui est tout à fait adaptée, une question de mise en condition des patients, bien entendu. Si on dit aux patients qu'il va rester, que dans cette chirurgie, la procédure standard, c'est de rester 24 heures hospitalisé, ou même moins, le patient ne demande qu'à le croire, il n'y a aucune raison qui s'y oppose, bien entendu, il nous croit, Dieu merci encore. Et puis, il y a aussi toute une dynamique de prise en charge dans le service de soins. Il y a une conviction qui doit être partagée par tout le monde, sinon ça ne marche pas. Alors vous voyez le protocole anesthésique. Avant, pendant la chirurgie, il n'y a pas d'atarax pour la prémédication. Il y a un recrutement alvéolaire pour diminuer les risques d'atélectasie. Et puis une prévention active des nausées, bien entendu, c'est très classique. On y ajoute, alors un peu au corps défendant des anesthésistes et de certains chirurgiens, du kétoprophène par voie veineuse pour encore potentialiser l'action analgésique. Bien entendu, il y a des inhibiteurs de la pompe à protons. En post-opératoire, vous voyez que l'analgésie est à la demande, mais surtout, la règle, c'est de quitter la salle de réveil, le SSPI, sans perfusion active, juste avec un cathé-bouchon. Sinon, la perfusion ne sera jamais enlevée par les infirmières, donc on brise tout à fait cet enchaînement fatal. En SSPI, donc l'extubation est précoce, bien entendu, morphine en titration, retour 2 heures après, pas de perfusion dans le service, et la règle, les liquides, un laitage, 6 heures après l'intervention chirurgicale, et puis il y a toute l'analgésie qui est prescrite par voie orale, bien entendu, et le retour à domicile, s'il s'agit de l'ambulatoire, au terme de 8 heures, si le score de Chung est compatible, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place ce protocole, mais absolument pour tout le monde, c'est-à-dire pour tout le monde dans le cadre d'une chirurgie non complexe. C'est-à-dire on exclut les reprises après une chirurgie bariatrique antérieure, les dérivations biliopancréatiques qui durent 3 heures, bien entendu, on oublie. On se réserve quand même les personnes qui ont moins de 50 d'indice de masse corporelle, moins de 60 ans, avec ces durées opératoires de moins de 2 heures. Geste associé pas plus que la cholécystectomie. Et puis, toutes les comorbidités sont acceptées, sauf celles qui posent un réel problème, comme le diabète de type 2 traité par les sulfamides ou insulino-requérant, bien entendu.
ainsi que les apnées du sommeil qui sont une exclusion à un processus d'ambulatoire, mais qui ne sont pas une exclusion à ce type de protocole de prise en charge, ni même une hospitalisation de moins de 24 heures. Depuis longtemps, il n'y a plus de sondage vésical, et puis on essaie de diminuer les phénomènes douloureux par la ropivacaïne instillée en péropératoire au niveau des coupoles, ainsi qu'au niveau des orifices de trocar. Et donc, je le répète, tous les bypass gastriques, toutes les sleeve gastrectomies non complexes a priori bénéficient de ce protocole. C'est le standard, et le plus complexe, c'est l'exception. Alors, ce qui est spécifique à l'ambulatoire quand même, c'est l'entretien avec une diététicienne, notre coordinatrice de chirurgie bariatrique en préopératoire quelques jours auparavant. Une diététicienne vient rendre visite au patient à domicile le lendemain de sa chirurgie. Il est rappelé par le chirurgien. On a aussi développé récemment un établissement d'hospitalisation temporaire, donc qui va pour permettre aussi probablement d'accueillir les patients le lendemain quand ils reviennent. Il y a une consultation avec le chirurgien et les diététiciennes à J2. Et puis, ce qui se faisait déjà, c'était 2 injections d'héparine de poids moléculaire pendant une semaine dans les suites de la chirurgie, puis une fois par jour, tous les 15 jours, pendant 15 jours ensuite, on peut en discuter, mais c'est ce qui se faisait, et on a simplement demandé à l'infirmière à domicile, c'est de contrôler le pouls et la température pendant les 3 jours qui suivent le retour à domicile, lorsqu'elle vient faire son injection d'héparine de poids moléculaire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de surcharge en termes de coût sur les soins de l'infirmier, puisque c'était déjà ce qui se faisait, et elle a juste à prendre le pouls et la température. On fait une numération formule à 48 heures, bien entendu, et puis évidemment, il faut laisser son numéro, parce que l'infirmière doit pouvoir appeler. Sur la prescription, il y a consigne de nous appeler si la température dépasse 38 et si le pouls dépasse 100 battements par minute. J'y reviendrai. Alors, il faut quand même que je réfrène un peu votre enthousiasme. Il y a une publication qui est sortie en tout début d'année, celle de Morton. John Morton a repris la base de données BOL. La base de données BOL compile les cas de chirurgie bariatrique des centres d'excellence, donc des centres qui ont une pratique évidemment de gros volume, américaine, et il a retrouvé à peu près 52 000 bypass gastriques par laparoscopie sur 3 années. Parmi ceux-ci, il y a à peu près 500 chirurgies en ambulatoire strict. Il a fait des catégories: ambulatoire, hospitalisation de moins de 24 heures, 2 jours qui est pris pour référence, et puis au-delà, 3, 4 jours, etc. Vous voyez que 59% ont été hospitalisés pendant 2 jours, et malheureusement, il retrouve un risque de décès multiplié par 13, avec 1% de risque de décédé pour les patients qui ont été hospitalisés, pris en charge en ambulatoire. Tous ces décès étant d'origine cardiaque, entre guillemets, et avec une tendance à davantage de complications sérieuses. Il y avait 1%. Alors, il faut un peu démonter cette publication. On ne peut pas tellement balayer d'un revers de main une base de données comme celle-ci. Néanmoins, la base de données représente à peu près 1/3 des bypass gastriques par laparoscopie qui sont réalisés annuellement aux États-Unis, à peu près aux alentours de 110 000, quelque chose comme ça. La date de décès n'est pas mentionnée, c'est-à-dire qu'on est incapable de savoir à quel moment le décès est survenu. Peut-être est-il survenu à 10 jours, à 15 jours, on n'en sait rien. Ce décès à 30 jours, c'est tout ce que l'on sait. La mortalité, curieusement, est la même pour les patients qui sont restés hospitalisés longtemps, 3 à 4 jours. Vous voyez comme c'est dangereux quand même, par rapport à ceux qui sont restés hospitalisés 2 jours. Et puis, lorsqu'on voit les niveaux de comorbidité, en fait, les niveaux de comorbidité étaient très élevés. 30% des patients dans toutes les catégories avaient au moins 5 facteurs de comorbidité associés. Donc vous voyez qu'on peut quand même discuter cette base de données. Alors, en conclusion, et j'ai 3 diapos de conclusion, eh bien, McCarthy, qui a publié l'une de ses séries de 2000 patients, retrouve dans une analyse multivariée des critères de récupération rapide, c'est-à-dire moins de 24 heures d'hospitalisation. Vous voyez, d'avant 50 procédures par chirurgien, ça paraît logique. Âge de moins de 56 ans, un IMC moins de 60, des comorbidités relativement peu nombreuses et bien entendu les stéroïdes en IV. On peut dire qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à la réalisation du bypass gastrique ou de la sleeve gastrectomie en ambulatoire. Il faut probablement assurer une sélection des patients qui est rigoureuse. Et puis, il est clair qu'il y a un impact limité
l'éloignement des patients, 200, 100 km, les comorbidités fréquentes, en particulier, pas tellement les comorbidités, la comorbidité qui est l'apnée du sommeil, est une contre-indication. Alors probablement qu'on peut évoluer pour, je dirais, la quasi-totalité des patients vers une hospitalisation de moins de 24 heures, ça me paraît tout à fait réalisable, même si l'ambulatoire doit pouvoir être envisagé à chaque fois que possible. Je voudrais revenir sur l'histoire de la tachycardie en vous montrant qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'infirmières qui sont disponibles, on a aussi des dispositifs. Donc celui que vous voyez à droite, il est encore en développement, ça s'appelle Vital Connect. Il peut transmettre directement au mobile du chirurgien les paramètres vitaux. Et que finalement, ce qui est important dans la surveillance, c'est la tachycardie. La tachycardie, lorsque les patients saignent, elle va graduellement, à partir de 8 heures après l'opération, ou dans les 8 heures après l'opération, atteindre entre 100 et 120 battements par minute. Vous voyez, dans cette étude de Bellorin, ils avaient 500 bypass, 85% de leurs hémorragies s'étaient traduites ainsi, et pratiquement 90% des fistules digestives s'étaient traduites par une tachycardie supérieure à 120 battements par minute. Ça me fait plaisir parce qu'après va parler Robert Caiazzo et l'équipe de Lille a également beaucoup insisté sur ce point. Je vous remercie. Merci Philippe, on a bien beaucoup apprécié aussi ta modération et justement la modération elle va être complétée par Robert Caiazzo, le bras droit de notre ami Patou de Lille qui s'occupe entre autres de chirurgie bariatrique. Robert, s'il te plaît, quels sont tes ou ton commentaire et puis, alors très brièvement, je ferai quelques commentaires. Donc, d'abord, merci pour ta belle présentation qui est claire comme d'habitude. Je commencerai par une phrase qu'on avait échangée juste avant ton exposé, qui était si je peux choisir, je suis mieux chez moi le soir de l'opération. Donc ça, c'est quand même important parce que ça explique pourquoi est-ce qu'on essaie de se battre pour un peu plus ambulatoire, sachant que c'est une intervention qui est particulièrement lourde et que ma première question, quand on m'a convié, c'est de me dire mais pourquoi est-ce qu'on ferait du bypass en ambulatoire alors qu'on est tellement plus confortable quand ça dure 2-3 jours d'hospitalisation post-opératoire. Tout est quand même beaucoup plus facile pour le chirurgien et pour les soignants. Alors, tu as montré que la moitié des réadmissions étaient plutôt au-delà du 3e jour. Je voulais juste te rappeler, enfin tu le sais très bien, que la fistule digestive est une complication particulièrement grave, mais que par ailleurs, plus elle est prise en charge précocement, et meilleur est le pronostic. Et que donc du coup, il faut absolument faire le diagnostic le jour même, enfin le lendemain même, je dirais, de l'intervention. Et si on a un œil particulièrement aiguisé, on se rend compte que probablement le soir même de l'opération, on a déjà quelques signes, une douleur, pas comme d'habitude. Et que donc du coup, tout l'enjeu est là pour le dépistage de cette fistule digestive, qui peut parfois être une fistule au niveau de l'anastomose, mais qui le plus souvent, dans les équipes expérimentées, n'est pas au niveau de l'anastomose, mais au niveau de l'intestin grêle, lors de la manipulation de l'intestin grêle. Et donc peut-être que cela nous amène à devoir développer des systèmes de dépistage de cette fistule un peu plus évolués que la simple tachycardie. On pourrait par exemple penser à faire un test au bleu au tout début de l'intervention pour tapisser l'ensemble de l'intestin de bleu de méthylène pour repérer plus facilement des plaies digestives. Je pense que c'est un bon truc. Deuxième chose, on pourrait reprendre nos fibroscopes, nos endoscopes, et faire une fibroscopie peut-être en toute fin d'intervention pour contrôler la ligne d'agrafe de la sleeve gastrectomie, pour contrôler l'anastomose, pour mettre un petit peu d'air, vérifier, faire un test à l'air qui complète pas mal le test au bleu. Et donc ça, c'est la première sélection des patients en post-opératoire. Et puis deuxièmement, tu as posé aussi brièvement la question de la sélection des patients en préopératoire, en disant que manifestement il n'y avait pas beaucoup de contre-indications tout de même. En fait, il y a quand même des contre-indications qui sont spécifiques à la chirurgie de l'obésité, et on le repère bien. Des patients qui, malgré une prise en charge nutritionnelle particulièrement intensive, eh bien, ne seront pas de bons répondeurs, et où la première réalimentation sera particulièrement problématique, et où cette première réalimentation, à mon sens, doit être réalisée en hospitalisation, avec un repas mixé qui doit être fait en hospitalisation, rien que parce que les patients ne vont pas réussir à bien manger, il doit être très encadré.
Et puis, pour conclure, je te félicite aussi d'avoir mis en avant la réhabilitation précoce. Hein, je ne sais pas si tu as vraiment bien insisté dessus, mais effectivement, sans réhabilitation précoce et sans modification de nos attitudes à la fois médicales et chirurgicales, eh bien, on ne peut pas faire de gastric bypass ambulatoire. Je voulais savoir, je vais te poser 2 questions. La première question, c'est as-tu des commentaires sur la mise en œuvre de cette réhabilitation précoce dans ton équipe? Est-ce que ça a posé des problèmes? Est-ce que les anesthésistes ont dû changer leur drogue d'une manière particulièrement importante, et est-ce que tu as eu des difficultés à faire passer les messages? Et la deuxième question, c'est penses-tu que d'ici 2 ans, on peut donner 2 ans, tu pourras faire plus que 4 bypass par an en ambulatoire? J'espère plus que 4, pour avoir moins honte la prochaine fois. Voilà. Sérieusement, l'idée, c'est probablement d'en arriver au niveau des Danois, à peu près 90% peut-être de chirurgie de l'obésité en moins de 24 heures d'hospitalisation. Hein, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut s'adresser à énormément de gens. L'hospitalisation de nuit est sécurisante, etc. L'ambulatoire, à chaque fois que c'est possible, dans les règles fixées par l'ambulatoire, oui, mais ça va demeurer quelque chose de relativement limité. C'est pas très important, parce que ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est effectivement la récupération rapide. C'est là où on progresse pour tout le monde, y compris pour les patients. Alors, je voulais répondre à tes questions. Oui, bien sûr, les anesthésistes ont dû modifié parce que les anesthésistes, ils avaient les pompes à morphine, c'était hallucinant, et alors que cette morphine était jetée d'ailleurs, dommage, parce que les patients ne s'en servaient pas. Et j'avais été frappé lorsque j'avais pas commencé par le bypass, j'avais commencé par la dérivation biopancréatique. Bon, voilà, excusez-moi, mais et quand j'ai fait le bypass, j'ai été surpris de ces patients qui finalement avaient une récupération somme toute rapide, le lendemain de la chirurgie, qui se promenaient dans les couloirs et qu'on gardait là, en prison, pendant 3 jours. Alors, je crois qu'il y a vraiment un message qu'il faut retenir, c'est quelle que soit la chirurgie en ambulatoire ou en hospitalisation très courte, c'est que c'est pas une chirurgie qui sacrifie, c'est pas une chirurgie low cost, c'est pas une chirurgie à bas prix, pas une chirurgie qui sacrifie à la qualité. Mais par contre, c'est une chirurgie qui demande de s'adapter, et en particulier, effectivement, si les gens ont du mal à se réalimenter, il faut que la diététicienne les voie chez eux le lendemain ou qu'ils reviennent dans une structure d'hospitalisation temporaire où il y a une cuisine avec les diètes, etc., comme on a ou comme d'autres ont. Il faut assurer effectivement le suivi avec une infirmière qui peut nous contacter. On a un centre où, comme vous d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, on est de permanence de chirurgie bariatrique 24 heures sur 24 et toute l'année, parallèlement à notre garde de chirurgie digestive classique. Donc ça demande un engagement, ça demande de donner à nouveau son numéro de téléphone, chose que j'étais fort réticent à faire. Voilà, il faut être disponible. Merci Philippe. On va laisser les questions pour la salle. Peut-être que pour débuter les questions, je poserai une question aux deux, à toi et à Robert. Quelle est la place? Alors, est-ce que vous avez une place pour le contrôle radiographique classique d'antan pour dépister les fistules précoces? Parce que dans l'œsophage, on avait ça de façon systématique et on a arrêté. On s'en tient à la clinique, tout simplement. C'est inutile de faire 90 ou 15% de transit inutiles qui ne sont pas non plus anodins. Donc, est-ce que vous pourriez avoir éventuellement une vision radiologique pas en systématique. Moi, je ne sais pas quand le faire. Parce que finalement, Robert a bien expliqué, il y a des manœuvres péropératoires qui consistent à dépister, on va dire, les problèmes techniques. Mais l'autre cause de la fuite digestive, c'est l'ischémie. Or, on sait très bien que l'ischémie, c'est plutôt 5-6 jours. Alors moi, je ne sais pas quand le faire, le TOGD. Toi, tu sais peut-être. Robert, alors nous, on le faisait le lendemain de l'opération. Ce qui signifie que on est au bloc jusqu'à 14, 15 heures, 16 heures. On regarde le TOGD qui a eu lieu le matin. On commence à autoriser la réalimentation par de l'eau le soir même de l'opération, ce qui fait qu'on a déjà perdu 24 heures. Ça, c'est pas la chose. Donc, du coup, si on parle réhabilitation précoce, on ne fait pas de contrôle radiologique en post-opératoire. D'accord. Merci bien, Robert. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant ce sujet? Bien sûr. Le but, c'est pas de faire le maximum d'interventions ou les de plus en plus compliquées. Il n'y a pas une marche en avant forcément des gestes, mais néanmoins, la démarche ambulatoire peut être appliquée à des interventions comme celle-là, à condition qu'on maintienne les critères de qualité et de sécurité.
Oui. Moi, je voudrais demander à Robert Caillazo, qui a beaucoup insisté sur la précocité du diagnostic de la fistule, comment il ferait, parce qu'il n'a pas la pratique de l'ambulatoire pour les bypass, comment il ferait, la fistule survenant vers le 3e, 4e jour, pour informer le patient des premiers signes et intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors, je pense que 80% des fistules surviennent au moment de l'opération. Donc déjà, celles-là sont dépistées, c'est-à-dire que c'est des plaies ou c'est des malfaçons. Après, il y a 20% qui surviennent à distance. Et là, je crois que Philippe a donné un peu la réponse dans sa présentation, c'est qu'il faut revoir le patient à cette période. Il faut que le chirurgien revoie le patient à cette période. Et je crois que ça, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il sort de l'hôpital, mais avec un élastique dans le dos. Si je peux compléter à l'équipe d'Amiens, qu'on fait une centaine de sleeves en ambulatoire, ils revoient tous les patients au 4e jour post-opératoire avec une numération et une CRP pour justement, puisque c'est le moment de dépister ces éventuelles complications. Et donc là aussi intervient dans ce cadre-là l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire le prévenir de cette possibilité, des symptômes évocateurs, l'en informer, lui expliquer, voilà, votre pouls s'accélère, une douleur que vous n'aviez pas apparaît, et lui prévenir que ce sont des signes avant-coureurs qui doivent lui donner l'alerte et le faire consulter. Ça, c'est un peu une façon différente de travailler avec le patient qui devient un donneur d'alerte. C'est un mot à la mode, on peut aussi l'utiliser, et qui va être là. Donc plus forcément des consultations. Bon, je pense que là on est en train de travailler en ambulatoire avec des interventions nouvelles, donc on fait de l'innovation, donc on sécurise, mais peut-être qu'il va falloir demander aussi aux patients d'être des donneurs d'alerte, eux aussi, pour des signes de complications de leur intervention plus tard. Merci Philippe et Robert Caillazo.